Le bureau des complots. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Jacobs. Bonjour Peters. Mais dites-moi, vous sentez le gel douche tropical ? Auriez-vous dormi ailleurs que dans votre lit conjugal ? Toujours à me chaperonner, vous. Mais non, chez moi, c'est le shampoing de ma fille. Cerise à barbe à papa. Comme c'est charmant. Vous êtes donc coiffé comme une sucette géante. Oui, et parfumé à l'enfance. Vous savez que ce matin, j'ai retrouvé 3 Playmobil dans ma poche de manteau, dont un chevalier sans tête, et dans une poche de mon pantalon, un pirate borgne, une grenouille fluo et une fausse pièce d'or. Ça y est, je suis officiellement un coffre à jouets. On dirait vraiment que vos enfants essaient de vous ancrer à la maison. Toujours cette ironie. Vous m'en voulez encore de vivre libre, c'est ça ? Non, je ne vous en veux pas, je vous observe, c'est différent. Vous devriez surtout écrire un roman. Chronique d'un homme qui ne sort jamais. Et vous, mémoire d'un type qui court après ce qu'il a déjà chez lui, ça ferait un bon tome 2. Vous croyez vraiment que votre style de vie est la panacée, seul à ronchonner avec votre chat et vos disques rayés ? Écoutez, mon chat ne me juge pas lui au moins, et mes disques répètent ce que j'aime entendre. Un jour, vous viendrez avec moi au Macumba, rien qu'une fois, voir ce que vous ratez. Et un jour, vous resterez chez vous, voir ce que vous fuyez. Vous avez peut-être raison, j'essaie rien de ces jours, oui. Oh, mais je vous le souhaite, Vous verrez que ça peut être très reposant. Allez, mon cher, rangez vos Playmobil et faites-nous écouter le répondeur. Vous avez un nouveau message. Allô, le bureau des complots ? C'est Martin de Bruxelles, quartier Marolles. Bon voilà, ma question est simple. Est-ce qu'on a marché sur la Lune, oui ou non ? Il y en a qui pensent que non, que tout ça, ça a été fait en studio. Un grand mensonge des Américains pour faire peur aux Russes. Et si c'est vrai, on se serait quand même bien fait avoir, nous aussi, Vous imaginez, un grand pas pour l'homme, la phrase d'Armstrong, c'est une blague en fait, ce serait complètement dingue. J'avais vu un documentaire là-dessus, il y a un petit moment, Opération Lune que ça s'appelait. Franchement, ça m'avait mis le doute. Et vous en pensez quoi ? Merci. Ah, merci Martin. Je dois dire que j'attendais qu'on aborde enfin ce sujet. L'idée que l'homme n'ait jamais marché sur la Lune reste une rumeur tenace. Certains soutiennent en effet que les missions Apollo, censées avoir envoyé des astronautes sur notre satellite naturel, ne seraient qu'une vaste mise en scène. Photomontage, séquences tournées en studio, ce sont des milliards qui auraient alors été engloutis par la NASA pour donner chair à leur campagne d'intoxication. Les images de Neil Armstrong qui marche sur la Lune, ce ne serait rien d'autre que le film le plus cher de l'histoire du cinéma. On parle même du réalisateur Stanley Kubrick en chef d'orchestre de cet exploit cinématographique. Technicien, faux astronaute, ça en fait du monde à faire taire ensuite. Mon cher Peters, je vous sens déjà sur orbite. Alors n'attendons plus et voyons comment l'idée qu'on n'a jamais marché sur la Lune a bien pu germer dans les esprits. Mais avant de nous pencher sur les savoureux délires conspirationnistes, voyons comment l'homme s'est réellement rendu sur notre satellite naturel. Nous voilà au début des années 60. Nous sommes en pleine guerre froide, les deux superpuissances se lancent dans une étrange compétition, la conquête de l'espace, qui devient alors la scène où chacun expose sa maîtrise technologique, dans le but, bien sûr, de prouver la supériorité de son modèle. Et à ce jeu, l'URSS prend une longueur d'avance en quelques années. C'est un choc pour les Américains qui se voient distancés sur tous les fronts. Le premier satellite artificiel, Spoutnik, est lancé en 1957. Le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en avril 61. Les Russes sont les rois du cosmos. L'Amérique cherche un nouveau souffle et c'est ainsi que John Kennedy devient le président du renouveau en janvier 1961. Il lui faut mobiliser les citoyens, leur faire vivre le rêve américain. Et pour cela, il promet l'impossible. En l'occurrence, il promet la Lune. Seulement 2 mois après le succès de Gagarine dans l'orbite terrestre, Kennedy, sous le choc lui aussi de cette démonstration de force, opère un revirement stratégique. En mai 1961, Kennedy annonce dans un discours au Congrès le lancement d'un programme très ambitieux qui doit amener des astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie. C'est difficile à imaginer, mais il faut savoir qu'à cette époque, les moyens de la NASA sont assez réduits. Mais suite à cette annonce de Kennedy, tout va changer. Peu à peu, les budgets de l'agence spatiale américaine gonflent de manière exponentielle
exponentielle. Et le président américain peut alors voir loin. Il lance officiellement 1 an plus tard le programme Apollo. Et le 12 septembre 1962, à Houston, au Texas, il prononce l'un des discours les plus célèbres de l'histoire de la conquête spatiale. On en écoute un extrait. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Traduction, nous choisissons d'aller sur la Lune dans cette décennie et de faire d'autres choses, non parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Ce discours est un détonateur. Tout le monde se prend à rêver, citoyens comme élus. Des nouvelles hausses spectaculaires de budget de la NASA sont alors votées à l'unanimité par le Sénat. Et ça va décoller, hein. Les fonds alloués à l'agence spatiale vont passer de 400 millions de dollars en 1960 à 5,9 milliards en 1966, ce qui correspondrait à environ 45 milliards de dollars en valeur actuelle. C'est un changement d'échelle inouï. Avec un budget qui double chaque année, de 0,2% du budget national, on passe à plus de 5,5%. C'est un vrai effort de guerre que le pays consent pendant presque une décennie pour Apollo. Apollo, tenez justement, c'est une référence évidemment au dieu grec de la puissance et de la beauté, Apollon, qui voyageait à travers le ciel dans un char tiré par des chevaux flamboyants, ce qui évoque donc symboliquement une mission vers les étoiles. Et donc, durant près de 5 années, sans faire de bruit, une équipe américaine met au point différentes techniques destinées à préparer au mieux les équipages chargés de conquérir la Lune. Ensuite, on entre dans le concret. Tout commence avec la mission Apollo 1, sortie des hangars en 1967. Mais le début est tragique pour les Américains. Un problème technique survient et les 3 astronautes périssent dans un incendie au sol en pleine répétition. Une véritable tragédie, mais cet événement servira aussi de leçon à la NASA. Oui, marqué par ce début funeste, les 5 missions Apollo qui vont suivre se feront sans équipage embarqué. Et de 1967 à avril 1968, la NASA va se concentrer presque uniquement sur le renforcement de la sécurité. Les risques d'accident réduits au maximum, c'est Apollo 7 qui, en octobre 68, envoie pour la première fois 3 hommes en orbite terrestre. Les États-Unis répondent enfin aux Russes et marquent à leur tour l'histoire de la conquête spatiale. Et avec Apollo 8, c'est une nouvelle étape. Le premier vol habité cette fois au-delà de l'orbite terrestre. À partir de là, tout s'accélère. Les missions Apollo 9 et 10 servent à tester les équipements lunaires. Et au mois de juillet 1969, la NASA est enfin prête pour le jour J. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. La mission Apollo 11 décolle avec à son bord Michael Collins, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. La promesse de feu Kennedy d'aller sur la Lune avant la fin de la décennie est en passe d'être tenue. Les États-Unis veulent faire les choses en grand et prévoient un spectacle qui marquera l'histoire. Le 21 juillet 1969, c'est 600 millions de téléspectateurs, soit un terrien sur 5 à l'époque, qui assistent en direct à la télévision bouche bée à l'alunissage de la mission Apollo. Les téléspectateurs entendent alors les premiers mots d'Armstrong, qui est à plus de 380 000 km de leur foyer. It's one small step for man, one giant leap for mankind. C'est sans nul doute l'une des phrases enregistrées les plus célèbres de l'histoire. Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulent alors le sol lunaire. Je dois dire, Jacobs, que je ne peux m'empêcher d'avoir toujours un petit pincement au cœur pour Collins qui n'a pas eu le droit de sortir du module. Mais n'ayez crainte, le sens du devoir prime avant tout, Peters. Mais effectivement, Michael Collins a dû rester à l'intérieur à gérer les connexions avec la Terre, le temps que ses camarades, dehors, installent une petite station scientifique avec une antenne et des capteurs. Ils ont aussi ramassé 21 kilos de roches et de sol lunaire pour les ramener sur Terre. C'est un grand moment de l'histoire humaine, mais en tout, ils ne sont restés que 2h30
hors du module. Oui, au total, 21 heures sur le sol lunaire. Ensuite, ils ont redécollé sans encombre. À leur arrivée sur Terre, l'équipage et les échantillons lunaires sont alors placés en quarantaine durant 21 jours. Un principe de précaution qui sera abandonné d'ailleurs à partir d'Apollo 15. Oui, parce qu'Apollo 11, ce n'est que le début de plusieurs autres voyages. Les missions lunaires vont en effet se succéder sur un rythme effréné. Il y en aura eu 6 en tout. Et au fur et à mesure des expéditions, les astronautes vont passer de plus en plus de temps sur le sol lunaire. Apollo 12 par exemple, c'est seulement 4 mois plus tard, mais les astronautes vont passer le double de temps sur la Lune. On le comprend, les scientifiques et les astronautes s'enhardissent un petit peu. Et cette audace culminera en 1972 avec la dernière mission où les sorties atteindront jusqu'à 22 heures. Avec la mission Apollo 17 qui transporta Eugene Cernan et Harrison Schmitt, les derniers hommes donc à avoir foulé le sol lunaire. Quelle chance quand même. Moi aussi j'aimerais bien faire des bonds sur la Lune, cette petite pesanteur, voir notre planète depuis ce désert de poudre grise. Vous avez vu les images, Jacobs? Ils ont effectivement dû bien s'amuser, il y en a même un qui a joué au golf. Bien sûr, c'est Alan Shepard qui a joué au golf sur la Lune, et c'est aussi, rappelons-le, le tout premier Américain à être allé dans l'espace avec la mission Mercury en 1961. 10 ans plus tard, le voilà sur la Lune donc, et lors d'une sortie extravéhiculaire, il sort discrètement une tête de club, un fer 6 modifié pour les amateurs, dissimulé dans son équipement, et il frappe 2 balles d'une seule main, sa combinaison étant bien trop rigide pour une prise classique. Encore pour les amateurs. Les plus grands hommes cachent parfois de grands enfants, n'est-ce pas, Jacobs? Oui, ça dépend. Si le programme Apollo s'achève en décembre 1972 avec Apollo 17, il faut rappeler qu'à l'origine, d'autres missions étaient bel et bien prévues. Apollo 18, 19 et même 20. Mais elles seront finalement annulées, principalement à cause des coûts faramineux, des risques persistants pour les équipages et puis d'un désintérêt croissant tant du public que du gouvernement. Malgré cela, le programme Apollo restera une grande réussite scientifique et historique. Entre 1969 et 1972, 6 missions ont permis à 12 hommes de marcher sur la Lune, marquant une étape majeure dans l'histoire de l'exploration spatiale. Mais voilà, tout ce que nous venons de raconter, c'est l'histoire officielle. Car après cette fin des missions lunaires, c'est le début des polémiques et des théories qui ont tenté de faire voler en éclats cette belle aventure spatiale. Eh oui, l'épopée américaine vers la Lune, commencée comme une réponse au triomphe spatial de l'URSS, a fini pour certains par paraître trop prodigieuse pour être totalement crédible. Et c'est ainsi que les premiers doutes émergent. Certains se mettent à questionner la véracité des images, la faisabilité des missions et même la réalité des alunissages eux-mêmes. Et ce qui devait être un triomphe incontestable devient, et on va le voir, le point de départ d'un scepticisme persistant. Une question sur les conspirations? Le bureau des complots. Au début des années 70, l'Amérique n'est pas en grande forme idéologique. La guerre du Vietnam qui s'enlise, la mort de JFK qui reste sans explication, le scandale du Watergate qui éclate, la confiance des Américains envers le pouvoir est sérieusement écornée. Et alors que tout semblait bleu dans le ciel étoilé de la NASA avec les succès du programme Apollo, un auteur obscur sort en 1976 un livre intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Cet auteur, c'est Bill Kaysing, et ce personnage est le premier à parler d'un canular lunaire. Tout part de lui, alors présentons-le. Bill Kaysing est né en 1922 à Chicago. À la fin de son adolescence, il s'engage dans l'armée, dans la Navy précisément. Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans le Pacifique, mais il n'est pas directement mobilisé sur le front. Après la guerre, il enchaîne les petits boulots, vendeur, assureur, ébéniste. Et puis il trouve enfin un emploi stable dans un tout autre domaine, l'aéronautique. Chez Rocketdyne, une société américaine spécialisée dans la conception et la construction de moteurs fusées et qui a comme client principal rien de moins que le ministère de la Défense américain et la NASA. Dans cette société qui fabrique les propulseurs de missiles et de fusées, Kaysing devient rédacteur technique pour le laboratoire de propulsion à réaction. En clair, il corrige la grammaire et l'orthographe des documentations qui détaillent les fusées. En 1963, il démissionne, semble-t-il, pour des raisons personnelles, sans doute un burn-out.
Toujours est-il que Bill Kaysing ne se remet pas de cet échec professionnel et il souffre d'anxiété chronique. Sa femme le quitte et le voilà seul chez lui. Et là, lui vient une idée. Pendant des années, il a rédigé des revues techniques sans grand intérêt, alors pourquoi ne pas écrire cette fois sur des sujets qui le passionnent vraiment ? Il écrit alors des livres sur divers sujets, d'abord sur sa passion, la moto, et puis il va changer de registre en donnant des conseils pour vivre en marge de la société. Des guides pour vivre avec moins d'$1 par jour, construire sa ferme soi-même, des thèmes un peu hippies, mais qui correspondent bien à la Californie des années 60-70. Et donc en 1976, il sort le fameux bouquin qui le rendra célèbre, « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Alors Peters, que dit Bill Kaysing dans ce livre fondateur ? Alors, dans ce livre, il dresse la liste de ce qu'il considère comme les preuves d'un vaste canular. Et depuis les années 70, ces éléments sont devenus les bases du complot lunaire. Pour commencer, Kaysing regarde les images des missions Apollo fournies par la NASA avec un œil critique. Premier point qui l'interpelle, le drapeau américain qui flotte au vent. Et oui, pour Kaysing, qui ne se dit pas qu'un fil de fer permet à la bannière étoilée de tenir, cela semble impossible, la Lune ne disposant pas d'atmosphère. Pour que le drapeau soit déployé comme on le voit sur les images, il faudra en effet qu'il y ait du vent. Le deuxième point relevé concerne les photos prises sur la Lune. Un ciel noir, profond, mais vide. Pas une étoile, pas une constellation. Bill Kaysing s'en étonne. En l'absence d'atmosphère, dit-il, le ciel lunaire devrait au contraire offrir un spectacle grandiose, constellé de milliers d'étoiles. Le troisième point, ce sont les appareils photos, justement. Kaysing dit que les astronautes ont embarqué des boîtiers et des pellicules tout simples, presque pas modifiés pour aller dans cet environnement hostile. Et il se demande comment ce matériel assez commun pourrait résister aux amplitudes de température extrêmes que l'on observe sur la Lune. Imaginez, il y fait plus 100 degrés au soleil et moins 100 degrés à l'ombre. Autre point que Kaysing note, il n'y a pas de trace d'alunissage. Il remarque que les moteurs fusées des modules lunaires auraient dû générer un cratère et un énorme nuage de poussière lors des dernières secondes de la descente. Et ça, ce n'est pas visible sur les images dont on dispose. Pour Kaysing, Apollo est donc un coup monté à grande échelle. Et il va plus loin dans la théorie du complot. Oui, il fait aussi sensation en évoquant les morts tragiques des astronautes lors de la toute première mission Apollo, affirmant que la NASA a tout mis en scène. Souvenez-vous, 3 astronautes ont péri dans l'incendie du module. Officiellement, il s'agit d'une tragédie accidentelle sur le pas de tir. Mais selon Kaysing, ce drame n'a rien de fortuit. Pour lui, la NASA aurait sciemment éliminé les 3 hommes car ils étaient sur le point de révéler la conspiration. Leur mort, selon cette théorie, aurait été le moyen le plus sûr de garantir leur silence. Bref, suite à ce témoignage choc de Bill Kaysing, nombreux sont ceux qui se mettent à regarder les images d'archives des missions Apollo avec suspicion pour en débusquer les anomalies. Des anomalies qui, bien souvent, n'en sont pas vraiment. Prenez l'exemple du fameux cratère manquant sous le module lunaire. En réalité, il s'explique simplement. À l'atterrissage, le moteur fonctionnait à faible poussée. Sur la Lune, avec une gravité réduite, il ne fallait que très peu de puissance pour freiner la descente. Donc, pas assez de souffle pour creuser un cratère. Juste de quoi soulever un peu de poussière. Et pour l'absence d'étoiles dans le ciel lunaire sur les images, c'est simple. Les caméras étaient réglées pour filmer des objets très lumineux comme le sol et les astronautes, la luminosité des étoiles étant trop faible pour apparaître à l'image. Mais peu importe, les gens sont fascinés par l'idée d'un grand mensonge et le complot lunaire est définitivement sur orbite. La théorie du complot pénètre les esprits. Et on commence alors à lire ça et là des questions qui précisent les doutes de Kaysing. Certains prétendent que la technologie pour envoyer des hommes sur la Lune n'était pas au point. Une question notamment revient souvent. Comment traverser la ceinture de Van Allen ? C'est un peu technique ça, mais pour résumer, la ceinture de Van Allen, c'est une vaste bulle de particules électriquement chargées qui entoure la Terre, maintenue en place par le champ magnétique de notre planète. Un véritable bouclier naturel contre les rayonnements solaires les plus dangereux d'ailleurs. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle provoque de sérieuses perturbations pour tout objet qui tente de la traverser. Autre point, les sceptiques, désormais nombreux, parlent aussi des effets du soleil. Les éruptions solaires, le vent solaire ou encore les rayons cosmiques qui irradient tout dans l'espace. Tout cela, estime-t-il, rendrait un tel voyage impossible. Bon, je ne sais pas s'ils ont des diplômes en astronomie. En tout cas, faisons un petit bond dans le temps et nous voilà maintenant en 1994.
Voilà 35 ans que l'homme a mis le pied sur la Lune pour la première fois et un nouveau livre revient sur le complot lunaire. Il est écrit par un certain Ralph René et cet ouvrage va relancer l'intérêt du public pour le sujet. Ralph René, c'est un Américain, inventeur, éditeur. Il est présenté parfois comme physicien, mais rien de vraiment probant dans le milieu scientifique ne l'atteste. En tout cas, il prétend avoir été contacté par le gouvernement car ils ont un nouveau projet, à aller sur Mars. Ralph s'intéresse alors à l'aventure aérospatiale et là, il a comme une révélation concernant la mission Apollo. Et la gravité du sujet, sans jeu de mots, lui pèse. Il rencontre alors Bill Kaysing, le désormais fameux initiateur du complot lunaire. Et celui-ci le motive à faire part de ses observations. C'est ainsi que Ralph René publie à son tour son livre pour partager ses convictions. Livre intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune et pourquoi ?» Ralph René revient lui aussi sur les photos et les vidéos des différentes missions Apollo. Il note d'ailleurs pour la première fois une lettre inscrite sur un gros caillou lunaire que l'on voit au sol près d'un astronaute. La lettre C, c'est vrai, qui est clairement visible sur un morceau de rocher. Et c'est assez étonnant. En fait, c'est un poil sur un tirage qui n'existe pas sur l'original de la NASA, mais René en profite pour faire ici un lien avec des accessoires de cinéma. Il lance ainsi l'idée que tout a été tourné en studio par la NASA. Car sur un plateau de tournage, les accessoiristes répertorient les objets pour les séquences et parfois ils inscrivent des chiffres ou des lettres pour que ces objets retrouvent leur place exacte à chaque scène. Poursuivant cette hypothèse, du C sur le caillou, Ralph René avance également que les sauts des astronautes supposément filmés sur la Lune sont absolument irréalistes. Pour lui, les bonds que font les astronautes ne sont pas crédibles. Les calculs de Ralph René basés sur la mécanique montrent que sur la Lune, compte tenu de la faible gravité lunaire, on pèse 6 fois moins lourd. De quoi faire, vous l'imaginez, de jolis sauts. Lors de la mission Apollo 16, l'astronaute John Young aurait donc dû s'élever à 2 mètres au-dessus du sol, et non à peine plus de 50 cm comme observé sur les images. Alors d'un côté, comment imaginer la force que Young a mis dans ses jambes, mais il feint aussi d'oublier que les astronautes ont plus de 80 kilos sur le dos et qu'ils prennent bien soin surtout de ne pas tomber. Imaginez s'ils cassent leur casque. Le bureau des complots. La chaîne Fox News produit un long documentaire sur le complot lunaire en 2001. Fox News, faut-il le rappeler, c'est une chaîne d'information néoconservatrice aux accents populistes qui n'hésite pas à verser dans les sujets un peu racoleurs. Et c'est ce qu'ils font là. Le documentaire s'intitule « Théorie du complot, nous sommes-nous posés sur la Lune ?» Et des millions de téléspectateurs sont au rendez-vous, captivés. On y retrouve bien sûr Bill Kaysing, le père fondateur de la théorie, mais aussi d'anciens astronautes et des physiciens, aujourd'hui à la retraite, qui affirment avec assurance que personne ne s'est jamais rendu sur la Lune. Selon eux, aucun être humain n'aurait jamais dépassé les 400 km au-dessus de la Terre. Et la Lune est donc tout simplement inaccessible. Tout l'argumentaire complotiste est repris et détaillé. Les doutes sur le drapeau qui flotte, les ombres qui n'ont aucune correspondance avec la place supposée du Soleil. On y montre aussi que la célèbre empreinte de pas dans le sol lunaire est trop nette dans un sol de poudre sèche. Évidemment, même si tous les arguments se démontent facilement, ce film, réunissant un nombre impressionnant d'intervenants, appuie très efficacement la thèse conspirationniste par la mécanique d'accumulation. L'effet est saisissant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Fox est fière de son coup. Un sondage de 1999 a révélé ainsi que 11% des Américains doutaient de la réalité des alunissages. Des représentants de la Fox ont affirmé que ce scepticisme s'était élevé cette fois-ci à 20% après la diffusion du film. Un film qui a quand même été vu par 15 millions de téléspectateurs. Et là, Internet va prendre la suite. Et le documentaire circule rapidement, faisant des millions d'adeptes de la théorie. Ce sont les lunosceptiques, comme on les appelle alors. Et une série de questions se posent à tous ces complotistes. Où, comment, quand et par qui a été tourné ce grand complot cinématographique, scientifique et politique ? Très bonne question, mon cher Peters, à laquelle nous allons évidemment devoir répondre pour que cette enquête sur ce canular lunaire soit complète. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Nous voilà au début des années 2000 maintenant.
Cela fait 50 ans que le complot lunaire a été dénoncé, on va dire, par des auteurs indépendants. Ne manque plus à ce stade que quelques éléments pour expliquer comment la NASA aurait pu réussir une telle supercherie. Et c'est un réalisateur français qui va malgré lui donner un nouvel élan aux lunosceptiques avec le film Opération Lune, produit pour la chaîne de télé franco-allemande Arte en 2002. Un film présenté d'ailleurs dans de nombreux festivals à travers le monde. Ce film raconte dans le détail et avec une compilation d'archives saisissantes comment les plus hautes sphères du pouvoir ont élaboré le complot lunaire. On y apprend que Richard Nixon aurait donné son feu vert 10 jours seulement avant le lancement d'Apollo 11 pour tourner un film destiné à offrir au public quelque chose de concret à voir. Une opération de communication en somme pour garantir le spectacle quoi qu'il arrive. Et oui, car aller sur la Lune sans preuve ne sert à rien. Et donc, pour mettre toutes les chances de leur côté, le film raconte que les Américains ont décidé de faire appel au spécialiste du film de science-fiction du moment, Stanley Kubrick. C'est vrai qu'avec 2001, l'Odyssée de l'espace, le réalisateur avait démontré qu'il était le meilleur dans le domaine. Kubrick était donc l'homme de la situation. Et il y avait en plus une opportunité en or de réutiliser les décors de 2001 pour faire croire que l'homme était bien allé sur la Lune. Toujours dans cette veine sensationnaliste, le réalisateur d'Opération Lune, William Carell, explique dans son film « L'air grave » que tous les témoins ont été pourchassés pour être tués, même ceux qui ont cherché à se cacher sous les tropiques. Écoutez. À la Maison-Blanche, Nixon, depuis des mois, avait perdu le sommeil, semblait absent, incapable de se concentrer. Et si un des témoins du tournage décidait de parler, on ne peut pas prendre ce risque, répète-t-il régulièrement à ses conseillers. Nixon demande conseil à son attaché militaire, le colonel George Kaplan. Et si l'on envoyait nos meilleurs agents de la CIA avec un seul mot d'ordre, supprimer tous les témoins du tournage? Son film est convaincant. Renversant même. La femme de Kubrick se confie face caméra. Il y a aussi des anciens agents de la CIA haut placés qui témoignent de leur implication dans la conspiration. Tout cela sur des images d'archives, du travail sérieux, ou peut-être pas. Et non, car ce film est un documentaire, un mockumentary en anglais, un documentaire oui, mais qui ment pour le plaisir du canular. C'est une vaste blague, quoi. Le film a en effet été programmé dans le cadre d'une soirée spéciale sur Arte, ayant pour thème la force des images et ce que l'on peut leur faire dire. Et le réalisateur William Carell a donc trouvé amusant de faire un canular sur ce sujet mondial en empruntant différentes archives, en racontant une histoire dessus et en y greffant quelques comédiens pour appuyer le propos. C'est réussi, le film mélange avec habileté le vrai et le faux en reprenant les arguments des lunosceptiques comme base et puis en s'amusant à aller plus loin. Et ce qui est important ici, c'est la graine que le réalisateur va mettre dans les esprits malgré lui. Car son film, oui, va avoir un effet inattendu, convaincre de nombreux téléspectateurs qu'il y a bien eu un véritable complot. Un exemple, mais pas n'importe lequel, puisqu'il va faire date l'apparition du fameux Stanley Kubrick dans Opération Lune, qui fait entrer l'immense réalisateur américain dans la conspiration. Kubrick devient alors celui par qui tout devient possible. Les lunosceptiques vont éplucher la biographie du cinéaste à la recherche d'indices incriminants, car il y a des faits indéniables sur lesquels ils peuvent broder. Oui, par exemple, il avait passé quelque temps au Pentagone, en observation, pour la préparation de Dr Folamour. Fait avéré, Kubrick a donc eu ses entrées au ministère de la Défense américain. Mais aussi à la NASA. L'agence spatiale lui a même prêté une lentille unique pour le tournage du film Barry Lyndon. Devant l'accumulation de faits qui concordent autant, entre guillemets, le web s'affole. Des milliers d'articles avec des photos, des vidéos qui montrent Kubrick proche des cercles de pouvoir ou à côté d'astronautes de la NASA. Tout ça vient appuyer la thèse que le réalisateur est bel et bien l'auteur des images de l'alunissage d'Apollo. Déjà que Kubrick est un réalisateur de films à énigmes et qu'il n'aime pas en divulguer les significations, il apparaît ainsi comme la personnalité idéale pour taire un secret aussi énorme. Et l'indice le plus flagrant serait le pull de laine de Danny, le petit garçon dans le film Shining, car sur ce pull, on voit en effet la fusée américaine et il est écrit Apollo 11 en grand. J'ai une question sur les complots. Le bureau des complots.
Face à ces doutes, ces accusations de mensonges, les lunosceptiques posent une question simple mais redoutable. Si la NASA ne ment pas, pourquoi ne rend-elle accessible que quelques fragments de ce qui aurait été filmé sur la Lune ? Pour clore une bonne fois pour toutes ce soi-disant canular lunaire, on se dit que la preuve irréfutable serait de regarder dans le stock de films complets tournés pendant les missions Apollo. Alors Jacobs, où sont passées ces fameuses bobines ? Eh bien, tenez-vous bien, parce que si on voulait nourrir l'idée d'un complot lunaire, on ne s'y prendrait pas autrement. La NASA a reconnu en 2006 avoir tout simplement perdu les archives vidéo des missions lunaires. Oui, vous avez bien entendu, les originaux ont disparu. Ça paraît énorme, mais c'est vrai. On aurait pu croire ces images conservées, bien à l'abri, dans un coffre-fort, ou au pire dans un musée. Mais non. L'explication donnée est celle-ci. À la fin des années 70, l'agence spatiale américaine a décidé de faire le ménage dans ses placards en vendant des bobines de films ou en réutilisant des bandes magnétiques existantes pour refaire des enregistrements. Une opération de rangement entre guillemets qui aurait conduit à l'effacement pur et simple des images originelles des missions lunaires. Une justification qui, avouons-le, paraît tout de même un peu légère. La NASA a bien conscience que tout ça est ridicule et tente de rattraper le coup. Fin des années 2000, elle a lancé une enquête pour retrouver les quelques 13 000 bandes magnétiques sur lesquelles étaient stockées les données ramenées par une dizaine de missions spatiales. Et c'est là qu'entre en scène un certain Gary George. Lui, il était étudiant à l'université en 1976 et il avait acheté plus de 1100 bobines de la NASA pour moins de $200 lors d'une vente aux enchères d'objets ayant appartenu au gouvernement. Gary en fait don de quelques-unes à une église, en revend quelques-unes à une chaîne de télévision, une dizaine à peine pour une $50. Mais en préparant les cartons, il tombe sur 3 bobines marquées Apollo 11, 20 juillet 1969. Il les met de côté sans trop y penser, jusqu'au jour où, 30 ans plus tard, la NASA le contacte en urgence. Et George a le sens des affaires. Il les revend à la NASA pour un peu plus d'$1 million. Une belle plus-value pour ce Gary. Mais cette histoire de bobines qui disparaissent et réapparaissent, vous l'avez compris, a de quoi laisser pas mal de monde perplexe. Peter, c'est Jacobs. Le bureau des complots. En 2019, alors que les États-Unis célèbrent en grande pompe les 50 ans du premier pas sur la Lune, un réalisateur italien choisit, lui, de marquer cet anniversaire à sa manière. Il sort un documentaire présenté comme la preuve définitive que l'homme n'a jamais quitté la Terre. Son nom est Massimo Mazzucco. Ce cinéaste était l'auteur de fiction, mais aussi de documentaires, souvent conspirationnistes, sur l'industrie pharmaceutique ou encore sur le 11 septembre. Son film s'appelle American Moon et il dure pas moins de 3h30. Il reprend tous les arguments des lunosceptiques, un par un travail méthodique, obsessionnel. Et à vrai dire, si on parvient à le regarder jusqu'au bout, on en ressort un peu sonné. Inutile de reprendre tous les arguments, il y en a précisément 42 dans le film, mais il y a des moments saisissants, par exemple quand il montre les déplacements des astronautes supposément sur le sol lunaire. Autre point soulevé par le réalisateur italien, les archives sonores des communications entre les astronautes sur la Lune et la fameuse base de la NASA à Houston. Pour bien comprendre, Mazzucco explique qu'un signal met forcément du temps à parcourir les 400 000 km qui séparent la Terre de la Lune. Résultat, il y a un décalage naturel entre l'émission d'un message et sa réception, un petit blanc entre chaque prise de parole. Sauf que selon lui, ce blanc aurait été manipulé. Il affirme que sur les enregistrements rendus publics, le délai entre questions et réponses est d'environ 4 secondes, mais dans les versions originales qu'il dit avoir récupérées, ce délai tombe à moins d'1 seconde. Trop court selon lui pour que l'échange ait vraiment eu lieu entre la Terre et la Lune. Pour Massimo Mazzucco, c'est donc que l'astronaute était dans la pièce d'à côté. Tout aurait donc été ensuite monté en augmentant la durée des blancs pour donner du réalisme à la communication et faire croire que les interlocuteurs sont éloignés. Le film de Mazzucco s'attarde aussi longuement sur le module lunaire, multipliant les gros plans. Et ce qu'il montre a de quoi surprendre. Certaines parties de l'appareil semblent tenir avec de simples fils de fer ou du ruban adhésif. Un assemblage de fortune presque bricolé, bien loin de l'image high-tech que l'on pourrait attendre d'un engin censé voyager jusqu'à la Lune. Ça paraît un peu gros, mais ces images, selon lui, passaient bien en 1969 avec une qualité médiocre. En fait, selon Massimo Mazzucco, la NASA n'avait tout simplement pas pu anticiper les progrès techniques qui permettraient de voir le canular 50 ans plus tard.
Bref, c'est un film qui fait effectivement tourner la tête, mais si Mazzucco se voulait définitif sur le complot lunaire, pour terminer, il nous faut quand même parler d'un livre un peu plus récent, celui d'un certain Aldosterone. Non mais t'entends ça ? Aldosterone, ce pseudonyme aux sonorités un peu vintage, cache un personnage bien contemporain. Ancien ingénieur automobile, franco-algérien exilé à Londres, il est devenu une voix singulière dans le paysage numérique francophone. Youtubeur d'abord, essayiste ensuite, il écrit sur des sujets divers tels que le climat, le wokisme, le survivalisme ou le Covid ou encore le Titanic. Il dit ne pas vouloir apporter de réponse, mais donner des faits qui posent le débat. Et c'est ce qu'il fait aussi dans son dernier livre, sorti en 2024 et intitulé « On n'a pas marché sur la Lune, l'imposture Apollo ». Quelques exemples. Comment la NASA a-t-elle perdu ou détruit tous les éléments qui dérangent? Pourquoi l'agence spatiale n'a pas trouvé d'eau sur la Lune alors que la moindre sonde qu'on envoie aujourd'hui en trouve? Bon, Aldosterone semble omettre que la NASA ne disposait tout simplement pas de l'instrumentation assez sensible pour détecter les traces infimes d'eau, surtout piégées dans les minéraux ou présentes au pôle, et que les sondes modernes, elles, utilisent des spectromètres bien plus performants, mais il sème le trouble aussi avec Big Bertha. Alors Big Bertha, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le plus gros morceau de Lune ramené sur Terre par Apollo 14. Il a été étudié en 2019 par l'université de Curtin en Australie et aussi par le Muséum d'histoire naturelle de Suède. Aldosterone dit que d'après ces deux institutions, le verdict est sans appel. Big Bertha serait d'origine terrestre. Ce qui serait effectivement une preuve accablante. Et c'est vrai que sur Big Bertha, les scientifiques ont trouvé un fragment granitique contenant du quartz, du feldspath, du zircon, bref, des minéraux typiquement terriens. Alors, cette roche, elle vient de chez nous, Jacobs ? Ce serait trop simple tout ça. En fait, l'interprétation scientifique est bien plus nuancée. Tout d'abord, ce morceau de roche terrestre ne fait que 2 grammes sur les presque 10 kilos de la Big Bertha. Ensuite, ce minerai a plus de 4 milliards d'années, ce qui amène les chercheurs à penser que ce fragment aurait pu être éjecté de la Terre lors d'un impact géant au début de la vie de notre planète. Eh oui, ce sont des scientifiques, déjà ils n'affirment rien, ils supposent. Il faut imaginer qu'en ces temps plus que primitifs, le système solaire est jeune et chaotique. Des astéroïdes pullulent et les impacts sur la Terre sont fréquents et violents. La Lune, qui était alors 3 fois plus proche de la Terre, recevait des éclats de ces impacts. Autrement dit, ce n'est pas une preuve que les missions lunaires sont fausses, mais une curiosité géologique qui montre à quel point Terre et Lune ont été intimement liées dans leur histoire primitive. Mais voilà, c'est le genre d'éléments que les sceptiques comme Sterone balayent ou relativisent. Ils diront pourquoi ces analyses arrivent-elles si tard, pourquoi avoir attendu 50 ans pour examiner un caillou, finalement aussi emblématique. Là où la science voit une avancée, eux soupçonnent une mise en scène tardive, voire une fabrication. Même un caillou lunaire peut devenir un objet polémique. Il n'est plus simplement minéral, il devient idéologique. Mon cher Peters, je crois qu'on a fait le tour de la Lune. Il est l'heure de conclure. Nous l'avons vu, les archives des 6 missions Apollo qui ont mis des hommes sur la Lune sont décortiquées, analysées sans relâche. Et puis, il y a ces faits qui continuent d'alimenter les soupçons. Prenez par exemple la disparition d'un stock entier d'images originelles de la mission, ou encore un détail que nous n'avions pas encore mentionné, l'antenne relais qui avait permis de diffuser en direct les images d'Apollo 11 et qui a été détruite peu après dans un incendie. Des accidents donc, des négligences peut-être, mais qui, mis bout à bout, renforcent l'idée d'un complot soigneusement dissimulé. Alors, puisque nous devons répondre à Martin, qui nous a laissé un message sur le répondeur pour nous demander si, oui ou non, nous avons marché sur la Lune. La réponse est clairement et sans ambiguïté, oui. Enfin, pas vous, Peters. On parle bien des astronautes américains. Ah non, je n'ai pas eu ce plaisir. Oui. Mais faites attention, Martin. Il faut garder la tête froide, car chaque info est capable de se retourner et donner à penser que nous nous faisons manipuler à grande échelle. Du coup, Peters, cette histoire de la Lune, j'ai bien compris qu'elle vous inspirait, mais est-ce qu'elle vous a aussi inspiré la maxime du jour ? Évidemment, écoutez donc.
Au bureau des complots, on sait que la Lune ne lutte pas contre la nuit. Elle l'éclaire doucement, non pas pour dissiper l'ombre, mais lui donner un visage. Eh bien, c'est très joliment dit, hein. C'est vous qui nous éclairez de vos bons mots. Vous êtes aimable. Allez, on se retrouve très vite avec une nouvelle conspiration. Et d'ici là, hein, vous qui nous écoutez, surtout ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs